Et bonjour à tous et à toutes, c'est Bios accompagné de Dragan, du coup, qui va nous présenter son bébé qu'actuellement qu'il a créé, je pense. Et du coup, on va le laisser se présenter en quelques mots. Du coup, Dragan, je te laisse la parole. Très bien, et écoutez, bonjour, je suis Dragan Rolliste Dinosaure et depuis 2019, j'ai eu l'idée d'un jeu de rôle que j'ai fait jouer à ma table perso et puis finalement, on m'a encouragé à le présenter sur un concours. C'était au Salon Fantastique 2019 et alors que le jeu n'avait que quelques mois d'existence, j'ai eu la bonne surprise de remporter la catégorie coup de cœur du jury. Et du coup, je me suis retrouvé un peu le doigt pris dans l'engrenage à imaginer que ce jeu pouvait avoir une vie, être diffusé, édité. Et nous sommes 5 ans plus tard. Alors, il s'est passé plein de trucs, des pandémies et autres. Donc, le jeu n'est pas encore édité, mais il est prêt, il existe. Et je suis là pour en parler. D'accord. Cette pandémie, elle t'a fait du mal ou pas du tout, d'ailleurs? Non, pas du tout. Je suis passé au travers sans problème. D'accord. Du coup, j'ai le bluff. Comment tu as créé ton univers, Dragan? Déjà, en termes d'univers, j'ai pas eu à créer grand-chose parce que le fil d'argent, on y joue dans notre propre monde. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'aller dans un univers de fantasy pour qu'il y ait des histoires absolument incroyables. Le goût pour l'histoire de notre monde, je l'ai eu de manière un peu étrange. En fait, j'étais très fan du Trône de Fer et je sais que j'ai pas été le seul à l'être. Ça m'a conduit à lire Les Rois Maudits, qui est un roman incroyable. Et de fil en aiguille, en découvrant l'histoire, j'ai décidé qu'il fallait vraiment jouer là-dedans. D'accord. Du coup, est-ce que tu es édité ou tu es auto-éditeur? Alors, je ne suis pas encore édité. Il y a une association qui s'appelle Les Portes de l'Imaginaire qui croit beaucoup au jeu et on travaille ensemble. Alors, on avance lentement. C'est vrai que entre les situations perso, évidemment, être auteur de jeux de rôle, ça nourrit pas son homme. Donc, c'est dans les tuyaux. On avance encore un petit peu. J'espère qu'on va pouvoir passer la seconde. En tout cas, le syndrome de l'imposteur n'est plus là. J'ai fait jouer le jeu à plusieurs reprises. Ça se passe toujours très bien, y compris à des débutants, y compris à des rôlistes aguerris. Donc, je suis content de mettre maintenant les bouchées doubles pour le publier un jour. D'accord. Actuellement, moi je te connais par rapport du bouche à oreille, de ce qu'on m'a parlé de toi. Tu fais du JDR depuis combien de temps? Ah mon Dieu. J'ai commencé dans les années 80 et c'était bien pratique parce que à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait des jeux vidéo pourris. Et ma foi, je suis très content d'avoir découvert le jeu de rôle parce que ça développe beaucoup de choses. La communication, le dialogue, une activité de plusieurs heures qui coûte finalement pas un rond. D'accord. Donc voilà, ça fait longtemps. C'est pour ça que je dis dinosaure, mais un gentil dinosaure. Ok. Hop, attends. Ah, ça ne veut plus monter. Dis-moi, est-ce que tu as une anecdote sur ton jeu marrante, trash, un peu spéciale? Alors, on va éviter le trash. Je crois qu'il y a des enfants qui me regardent, en tout cas les miens. Oui. Sur des anecdotes marrantes, oui, j'en ai. Le scénario que je vais faire jouer après, on va peut-être rencontrer Rasputin et j'ai un de mes joueurs qui, après cette partie, la semaine suivante, s'est retrouvé dans un dîner où les gens commençaient à parler de Rasputin. Et lui, du coup, il a balancé plein d'informations et donc il est apparu comme quelqu'un de ultra instruit. Donc, ce qui est plutôt marrant avec le jeu de rôle du fil d'argent, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Et on s'est rendu compte, même si ce n'était pas mon objectif au début, que jouer dans l'histoire fait qu'on la retient énormément. Et voilà, c'est autre chose que de lire un documentaire, que de voir un feuilleton. D'accord. De voir un documentaire, de lire un livre ou autre. Le fait de jouer dans l'histoire, on la retient vraiment bien. D'accord. Du coup, je vais te laisser 3 minutes, l'histoire que tu expliques ton jeu, que les gens qui sont ici le comprennent un petit peu. Puis après, on va se lancer dans ton jeu, histoire qu'on te suive dans ton univers. Que tu as depuis combien de temps dans ta tête, cet univers? Il existe depuis combien de temps? Écoute, vraiment, l'idée, je l'ai eue en février 2019. J'avais proposé à mes joueurs de jouer ou du Conan, où j'avais une idée un peu saugrenue, compliquée, et je me suis fait piéger. Ils m'ont dit, t'as qu'à nous faire du Conan si tu veux pas nous faire un jeu novateur. Donc, finalement, j'ai eu l'idée du fil d'argent. Ah. Et ça s'est bien passé d'ailleurs avec tes... Oui, ça s'est bien passé. Franchement,
Je pense que depuis, je sais pas, les 80 parties que j'ai dû faire, j'ai peut-être eu une fois un ou deux participants qui n'ont pas aimé, mais c'est pas très grave. D'accord. Je vais te poser du coup ma dernière question et après tu pourras y aller. Je t'en prie. Toi qui as connu Internet comme moi, hein, moi bon, je suis un peu plus jeune, j'ai 33 ans. Toi qui as connu Internet, cette avancée technologique pour toi, elle est difficile en termes de montée ou pas du tout? Non, c'est vraiment utile. Je veux dire, on trouve plein d'informations et puis même pour mon jeu, bah, ma foi, il y a des infos que je vais trouver sur Wikipédia ou sur d'autres choses. Alors, ça ne se veut pas un jeu ultra précis, hein. L'histoire, on la connaît que de parce que les gens nous en ont dit. Et souvent, les événements lointains, quelqu'un les a racontés, un autre les a écrits. Il y a aussi des déformations. Donc, en fait, l'histoire, elle n'est pas tout à fait exacte. Donc, on a beau jouer dans notre monde, on s'autorise quelques libertés. Ça reste un jeu, c'est pas un livre d'école non plus. D'accord. Et ton jeu, du coup, est-ce qu'on peut le retrouver quelque part ou pas du tout? Alors oui, j'ai un site web qui s'appelle lefildargent.fr, qui est très simple à trouver. On peut trouver des informations dessus. Je suis également sur Facebook en tant que Dragan Ristic. Et puis il y a aussi une page Facebook qui s'appelle Le Fil d'Argent, où vous allez retrouver le logo. Donc c'est plutôt facile à trouver. Donc s'il y a des questions, oui, puis vous portez des magnifiques badges. Merci à vous de les endosser. Et peut-être tout à l'heure, j'expliquerai ce que signifie ce logo. D'accord. Bon, bah du coup, je vais te laisser expliquer les règles du jeu parce qu'apparemment, elles sont un peu compliquées comme une de mes concerts a pu lire un petit peu. Eh ben non, elles sont pas compliquées. C'est parce que tu l'as créé, c'est pour ça que tu dis ça. Je prétends qu'elles sont pas compliquées. Donc, c'est un jeu qui se joue au D20. Pourquoi le D20? Parce que, à mon sens, c'est le dé historique. C'est un dé qui est assez fun. Les actions, on les réussit globalement une fois sur deux. C'est-à-dire que quand on jette un des 20, on réussit si on fait 11 et plus. Il n'y a pas de notion d'avoir fait 11 ou 20. C'est pas très important. Je vous ai donné des feuilles de personnages dans lesquelles il n'y a pas de caractéristiques pour qu'on soit simple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de jeu. Donc on ne va pas les développer. Mais globalement, par exemple, le personnage de Roberto, qui est celui que tu vas jouer, est un spécialiste de l'histoire amérindienne. Donc si à un moment, il y a une question qui est du genre... comment s'appelait le chef Apache en 1822, et bah toi, au lieu de jeter un des 20, tu vas en jeter 2, voire 3, et tu vas retenir le meilleur. Donc autant dire que quand tu jettes 3 des 20, faire 11, ça va être plutôt facile. Ok. À l'inverse, Roberto n'a pas une très bonne vue, donc si à un moment il doit faire un jet de perception, comme il n'a pas une bonne vue, il va jeter 2 des 20 et garder le moins bon. Donc dans la feuille de personnage, ça se traduit tout simplement par des plus ou des moins. Et quand tu as un slash, tu as un dé pur. Et quand tu es pas bon dans quelque chose, tu as un moins. Et quand tu es bon, tu as un plus. Donc tu rajoutes un D20, tu gardes le meilleur. Et si tu es très bon, tu jettes 2 D20. Enfin 3 D20, tu gardes le meilleur. D'accord. Il n'y a que ça à faire, il n'y a pas d'addition à faire. Voilà. Alors, c'est un jeu parfait pour les personnes qui sont dyscalculiques, en gros. Par exemple. Voilà. Désolé, c'était une parenthèse. Mais j'en connais. Donc voilà, bah écoutez, petite chose que j'ai oublié de dire, la dernière question que je vais te poser au passage, c'est quoi la suite après le fil d'argent? Ah bah moi il n'y aura pas de suite globalement. Alors je prends du temps pour jouer et jeudi je suis venu faire jouer ici à la Japan Expo pour faire jouer les enfants à un autre jeu. D'accord. Donc c'est vraiment plaisant. Mais le fil d'argent ça va être de l'éditer, de le faire jouer et puis mon objectif c'est pas que les gens achètent un bouquin, j'ai envie qu'ils y jouent. Voilà. D'accord. C'est ce qu'il faut. Bah oui. C'est ce qu'on rêve tous. Et est-ce qu'on va te voir jouer, participer à des parties ou pas du tout? Alors j'ai déjà fait jouer, en fait mes joueurs de ma table initiale ont eux-mêmes fait des scénarios, donc c'était important que ça participe. Et puis il y a Aria qui est présente, qui a déjà une idée de scénario. Alors elle n'y a pas joué encore, mais voilà, les gens à qui j'en parle on se dit tiens, telle histoire tel événement historique vaut le coup d'être joué, donc je sais qu'il y a plein de collaborations dans les tuyaux. D'accord. Bah, parfait. Voilà. Bah écoutez, on va pouvoir commencer. Hein. On a été plus rapide que prévu. Hein. Ouais. Et on y va et je te reposerai des questions à la fin, des briefs justement de ta game, si t'as apprécié ou pas du tout. Ça et marche. si mes confrères ont apprécié. Bah, tu sais quoi, j'ai quelques secondes pour te demander. Tu as dit que tu avais mis le doigt dans l'engrenage. Ouais. Est-ce que ça nous promet quelque chose d'explosif? Ma foi, c'est pas forcément un jeu d'aventurier, même si elle est dans le passé, c'est une aventure. Je voulais pas que ce soit un jeu avec des mercenaires ou des super guerriers. L'histoire, ça vient d'un mot grec, historia, qui veut dire enquêter. Donc c'est un jeu qui est intéressant si on a envie de creuser. Si on est juste en situation attentiste, il se passe pas grand-chose. Et voilà.
Donc ça vaut le coup voilà. Les historiens, si vous voulez, sont des gens qui, s'ils avaient la possibilité d'aller dans le passé, ils feraient des bons. Oui, c'est sûr. Quand il y a beaucoup de séries ou de films qui passent dans le passé et dans le futur, et à chaque fois, et puis je précise aussi que c'est un jeu qui ne nécessite pas de connaissances individuelles sur l'histoire. C'est vraiment pas nécessaire. Faut s'amuser, c'est le maître mot. Et donc, il n'y a pas de scénarios qui sont dédiés à la spécialité de votre personnage. Votre personnage a une spécialité, mais il n'y a pas de scénario qui obligerait le joueur ou la joueuse à être ultra sachant de son domaine. Okay. On fait tout comme. Un joueur qui joue barbare, on lui demande pas de faire une démonstration de force et faire 50 pompes. Un magicien, on lui demande pas de faire des vrais tours de magie à table, quoique. Donc voilà. Le plus simple pour le jeu, ça va être de commencer directement. Allez, allons-y. Alors moi, j'ai tendance à utiliser de la musique. Aujourd'hui, on le fait pas parce qu'il y a des droits d'auteur à respecter. Je vous ai donné à chacun un personnage que vous allez avoir l'occasion de présenter tour à tour. Déjà, merci à vous d'être là. Merci à toi. Alors, rappelez-vous, il y a quelques mois, vous êtes arrivé à New York et vous aviez été invité par le Met Museum de New York, donc un des 3 plus grands musées du monde, avec le Louvre et le British Museum. Et vous aviez reçu une invitation assez spéciale pour un vernissage particulier. Lors de cette invitation, je vous montre la photo du Met. Donc si vous avez l'occasion de le faire, faites-le dans votre vie. Vous avez fait l'objet d'une expérience dans laquelle vous êtes allé dans le passé. Alors ce n'est pas votre corps qui est allé en passé, c'est votre conscience. Et c'est là qu'on comprend le mot du fil d'argent. Le fil d'argent est le nom qu'on utilise en ésotérique pour désigner le lien invisible, un fil d'argent en théorie, très fin, entre le corps et la conscience. Et donc, lors de cette première expérience, vous êtes retrouvé allongé, endormi, et votre conscience est partie dans le passé, voyageant à travers le souvenir d'un objet, d'une œuvre d'art. Et donc, ce qui se passe dans ce jeu, c'est que quand vous êtes dans le passé, vous allez vous retrouver dans le corps d'un hôte, de quelqu'un. C'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez avoir de conversation directe. Votre conscience vient occuper son corps, et sa conscience à cet hôte se retrouve reléguée au second plan. Je précise que ce que vous faites n'a pas d'impact sur le présent, puisque quand vous êtes dans le passé, vous êtes dans une réalité miroir. Donc vous pouvez mettre tout le bordel que vous voulez. Quand vous en repartez, cette réalité miroir éclate comme une bulle de savon. C'est pas un jeu sur le paradoxe temporel. On est totalement détaché de ça. Je vous présente l'actuel directeur du Met Museum, Max Hollen. C'est bien lui en ce moment. Alors, il ne connaît pas le fil d'argent. Il est associé de Richard Dawkins, qui est aussi un personnage réel, qui lui ne travaille pas au Met. Et on va passer sur la présentation des personnages. Voici donc Wayne Clifford, que je vais t'inviter à présenter. Je suis un Gallois d'une 30aine d'années, historien d'art et médiéviste. Esprit vif, parfois acerbe. Esprit vif, parfois acerbe. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On a une bonne idée de qui je suis. Très bien, on continue. Alors ensuite, nous avons Alka Sumpal, le docteur. Voilà, donc, alors je suis docteur, mais pas forcément... Alors si, carrément, je suis carrément docteur, puisque je suis une neurochirurgienne. Et je ne suis pas que neurochirurgienne, j'ai aussi plein d'autres diplômes. Voilà, la surdiplomation, ça me connaît bien. J'ai 26 ans et je viens d'une famille très aisée en Inde. Et j'ai en particulier fait une thèse qui me rapproche du Met, qui est une thèse sur l'impact de la couleur sur le cerveau humain. Et ça a eu un certain impact sur le Met que Dragan va développer. Effectivement, en fait, le voyage dans le passé, c'est la synthèse de plusieurs combinaisons. Il y a un procédé inventé par un Russe dans les années 30-40 qui s'appelle l'effet Kirlian, où en fait on prend en photo des choses, des objets, des personnes, et on peut développer une photo montrant leur aura. Vos personnages, eux, sont endormis et ils sont placés dans une zone qui va les mettre au diapason de l'aura de l'œuvre d'art. Et donc, la thèse du Dr Sumpal a permis
de comprendre l'impact de la couleur sur l'esprit. Et donc, c'est grâce à sa thèse que le maître a réussi ce tour de force de pouvoir voyager dans le passé, sachant que ce que vous faites est ultra secret, personne n'est au courant de cela. Nous continuons les présentations avec Roberto Nascimento. Alors, je me présente, je m'appelle Roberto Nascimento, je suis un historien de l'art, actuellement, sur les Amérindiens. C'est ma passion, j'adore ça, j'adore les Amérindiens. Leur passé, comment ils ont fait leur culture et tout, c'est une... je pourrais vivre avec eux, je le ferai. Mais je suis catholique avant tout, faut pas l'oublier. Hein. J'adore les Amérindiens, mais... Et tu es de quelle origine, Roberto ? Je suis brésilien. Eh oui, il est d'origine brésilienne. Alors, c'est le doyen de l'équipe des arpenteurs de l'histoire. C'est un homme stoïque, assez costaud, et quand il y a besoin de faire quelque chose, il se montre relativement courageux, alors que Wayne, malgré un peu sa grande gueule et sa haute estime de lui-même, n'est pas on peut dire peut-être un anti-héros, et ça lui va plutôt bien. Oui. Nous continuons avec Sarah Gentilecci. Alors, je suis Sarah, d'origine italienne, un petit peu moins de 30 ans. Et je suis surtout historienne et sociologue. Je travaille énormément sur la sexualité des femmes pendant la Rome antique, ce qui m'a conduit à faire un super roman qui s'appelle La sexualité des femmes dans la Rome antique. Voilà. Il paraît, d'après mes proches, que j'ai du sacré caractère. Je n'ai jamais compris ce que voulait dire du caractère, puisque c'est pareil pour certains fromages. Mais en même temps, j'ose espérer que tout le monde en a du caractère, quand même. Effectivement, Sarah n'est pas quelqu'un sur qui il faut marcher sur les pieds. Alors, l'œuvre d'art qui vous réunit au Met Museum est un œuf Fabergé. Je vous le montre. Les œufs Fabergé, alors vous en savez sans doute quelque chose, mais chacun de ces œufs vaut au minimum 20 millions de dollars. Celui-ci existe réellement dans la collection du Met Museum, et celui-ci s'appelle l'œuf Napoléon. Il date de 1912. Fabergé, c'est le nom du joaillier qui les fabriquait. Et vous allez donc profiter de la bonne conjoncture, du fait que l'œuf Fabergé irradie en ce moment une aura vraiment importante, et vous allez tenter ce voyage vers le passé. Vous ne savez jamais à quel endroit exact vous tombez. Ce que vous savez, c'est que les œufs Fabergé ont tout de même appartenu à la famille des Romanov. Et vous avez tous des informations en bas de votre liste. Alors, la liste que vous avez, il s'agit tout bonnement de pouvoir aller dans le passé et d'étudier 7 œufs Fabergé qui n'ont pas survécu à la Révolution russe. C'est-à-dire qu'à la fin de l'Empire, à la mort des Romanov, il s'est passé des tas de choses dont on ne parlera pas forcément ici. Mais vous avez donc des œufs que vous devez essayer de retrouver. Alors, sur notre temps de jeu, je ne sais pas si vous aurez le temps de tous les trouver. Donc, on fera une ellipse si on en a besoin. Je vous propose, l'un après l'autre, de les lister, les 7 œufs que vous allez vous mettre en quête de retrouver dans le passé. Il y a l'œuf avec pendentif de saphir de 1886. C'est une poule dorée parsemée de diamants roses arrachant un œuf de saphir du nid. Ensuite, on a l'œuf mauve qui date de 1897 et donc apparemment on aurait pas mal d'infos dessus, donc l'étudier et accessoires. C'est-à-dire que si vous ne réussissez pas à le trouver, ce serait pas très grave par rapport aux autres. D'accord. Ok. Moi, on a un ange tirant un œuf sur un chariot en 1888, du coup. Moi, j'ai l'œuf au nécessaire 1889 et il contiendrait apparemment des accessoires de beauté. Il y a l'œuf en empire de néphrite 1902. La roche néphrite, en fait, c'est de la jade, c'est couleur jade. On a également l'œuf du jubilé danois de 1903 et aussi l'œuf commémoratif d'Alexandre III qui date de 1909. Alors, est-ce que vous connaissez... Alors, autour de nous, on a beaucoup de bruit, donc on va s'attacher à rester concentré. Ouais. Oui. Est-ce que vous savez déjà des choses, vous autres, alors soit dans votre connaissance personnelle ou dans ce que vous avez comme autre information sur votre liste concernant les Romanov et cette période et ces œufs, des choses que vous voudriez partager entre vous? Alors, j'espère ne pas dire des sottises, donc je m'excuse en avance si je dis des sottises, mais je crois que c'était un immigré français, un joaillier français immigré, donc Monsieur Fabergé,
qui... ah oui, joaillier d'origine française, c'est ça. Pierre Carl, qui effectivement s'est installé à Saint-Pétersbourg. Il a commencé à faire des joyaux. Et à un certain moment, il a commencé la fabrication, pour des moments un peu anniversaires, de pièces uniques particulières, qui sont donc ces fameux œufs Fabergé. Et il est devenu donc le fournisseur officiel de la couronne impériale russe. Voilà. Et justement, la couronne impériale russe, c'est la famille Romanov, enfin, Nicolas II, le tsar de Russie à l'époque, donc le dernier tsar oui. de Russie, appartenait à la famille des Romanov. Il avait plusieurs enfants et a priori, aucun n'avait survécu. Pas de descendance. Mes seules connaissances, c'est Anastasia. Ma seule connaissance, c'est Anastasia, donc Raspoutine. Et je connais surtout sa mort. Qui n'a pas été très très cool, où il a été pendu, assommé, étouffé, on lui a tiré dessus, il a survécu à énormément de choses. Et de réputation et autres rumeurs qui ont circulé à son sujet, notamment qu'il aurait eu des rapports avec la femme du tsar, donc Maria Ferodova. Voilà, et il y a eu des rumeurs qui sont allées plus loin, je crois, où on les accusait carrément d'inceste, de choses comme ça. Différentes joyeusetés. Oui, voilà, j'ai l'information justement des personnes de la famille Romanov, qu'ils ont eu 5 enfants, qu'ils ont été tous morts tragiquement. Fusillés, du coup, par les Rouges, du coup. Oui. Et c'était dans quelle forêt déjà? Ça, je m'en souviens pas, mais c'était dans une petite cabane. Et effectivement, on a retrouvé tous les corps, sauf celui du poulain. D'Anastasia. Ah oui, c'est vrai. Les œufs étaient très importants pour les orthodoxes aussi, faut pas l'oublier. Donc, ils offraient ces œufs qui étaient pour eux très importants à la période de Pâques, du coup. Un certain Lénine, du coup, dirigeait la publication de la Pravda à la vérité et a été un leader de la révolution. Donc, du coup, potentiellement, ils ont attaqué la famille des Romanov. Je précise pour nos spectateurs que là, on a un exemple de cas de figure. Tout ce qu'ils viennent de dire ne sont pas des choses que eux connaissent par cœur. Ils ont des informations, chacun. Donc, au début du scénario, les personnages ont un temps de recherche que l'on peut faire entre deux parties, chacun sur Internet ou autre. Et puis, il y a aussi d'autres informations qui ont été ajoutées, qui sont de la culture individuelle des joueurs et des joueuses. Vous êtes donc installés maintenant dans une salle secrète du Miette Museum. Vous êtes posés sur des fauteuils. Vous commencez à vous endormir. Alors, pour certains, c'est compliqué. Pour Alka, c'est plus facile parce qu'elle pratique la méditation. Et puis, vous êtes reliés à un fil d'argent à cette œuvre qui est posée sur un piédestal. Musique, ambiance, sentiment de flottaison, et vous commencez à vous endormir, à vous assoupir. Vous êtes au calme. Vous vous sentez léger, vous voyez des myriades de couleurs, de paillettes qui sont en train de tourbillonner autour de vous. Vous savez ce qui va se passer ensuite, vous allez progressivement prendre le corps de quelqu'un. Et ça va prendre un petit peu de temps avant de prendre conscience de vos sens, de vos doigts, de vos mains, de découvrir dans la peau de qui vous êtes. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que Alka et Sarah, quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre que vous êtes entre jeunes filles et vous allez entendre un prénom que je monte à la caméra. Ouh, est-ce que ce ne serait pas une certaine Romanov, ça? Alors, non, vous entendez son prénom, c'est Anastasia Romanov, qui est la cadette des sœurs. Il y a une autre jeune fille qui est présente, c'est Maria Romanov. Donc archiduchesse et princesse. Et quant à toi, Alka, eh bien, tu tournes la tête et dans un reflet, tu comprends que tu es Tatiana Romanov. Princesse et archiduchesse. Tu vas commencer progressivement à voir ces espèces de paillettes disparaître, rentrer en toi, et tu vois d'autres paillettes qui t'indiquent qu'à côté de toi, Sarah est également en train d'occuper un corps que je lui montre. Il s'agit d'Olga Romanov. Donc nous sommes sœurs. Dans vos feuilles de personnages que vous allez pouvoir déplier maintenant, vous avez des informations de surface qui sont une espèce de ressenti de votre hôte. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous avez des sensations. Vous ne lisez pas comme dans un livre ouvert dans votre hôte, mais néanmoins vous avez des choses, vous connaissez quelques événements. Et puis vous avez une femme. Au début, vous ne comprenez pas, et puis finalement, vous allez
bizarrement vous rendre compte que vous arrivez à comprendre le russe, voire même le parler. Et vous comprenez que vous êtes dans un palais qu'avait cité Alka plus tôt, le palais d'hiver, un palais immense. Et vous voilà en train de courir derrière vos jeunes sœurs parce qu'on vous demande de vous dépêcher. Vous êtes attendus par votre père et votre mère. Ouh. Et d'ailleurs, il y a une foule qui acclame justement notre venue, c'est ça? Absolument. Alors évidemment, je vous laisse imaginer les tenues que vous avez. Le face est absolument incroyable. Et c'est étrange d'être une Romanoff et non plus d'être une spectatrice qui regarde un dessin animé d'Anastasia Disney. Nous allons continuer avec Wayne Clifford. Wayne Clifford, eh bien, tu vois un reflet minuscule, tu te rends compte que tu es dans une voiture que je vais montrer. Belle voiture. Cette voiture est une Peugeot Torpedo de 1900 et des brouettes. Et le problème, c'est que tu es au volant de cette voiture et que tu es dans la rue et que tu es en train de conduire et tu sais pas trop ce qui se passe. Et devant toi, il y a un palais immense qui est peint de blanc et de vert. Ça doit être le palais d'hiver. Il y a des gens qui te regardent, des femmes et des hommes se poussent devant toi. Que fais-tu? Vas-tu t'emplafonner dans un mur ou dans un platane? J'essaie de reprendre. Tu essaies de conduire. Alors, autant dire que Wayne Clifford n'est pas un expert de la conduite d'un ancien véhicule. 2 des 20 garde le moins bon. 6. 6, c'est bien, tu t'éclates dans un buste à la gloire de la mère Russie et les gens arrivent sur toi et tu es un peu groggy, tu vas pouvoir donc te rendre compte de ta tenue, déplier ta feuille et donc tu es Félix Yusupov, âgé de 25 ans, un homme visiblement très bien habillé et il y a quelqu'un qui s'approche de toi. Alors lui, il est resté relativement impassible. Il est sur le perron du palais d'hiver. C'est le tsar Nicolas II. Alors que l'on t'aide à t'extirper de ton véhicule et qu'on va l'emmener en réparation, il vient vers toi, te saisit, t'embrasse sur la bouche à la russe et te dit « Mon cousin Félix, vas-tu donc arrêter de te faire remarquer de la sorte ?» C'était un peu compliqué là de reprendre le... J'ai perdu l'accès aux pédales. Très bien. Eh bien, écoute, on va t'emmener à l'intérieur, tu vas te dépoussiérer et tu vas voir que tu es vraiment svelte. Et quand tu vas dans un reflet, t'es quand même très beau gosse, avec un sabre à la ceinture. Ça change pas d'habitude. T'es habillé, oui, ça change de ton t-shirt, ton jean ruiné et tes baskets déchirées, ça change pas d'habitude. Nous continuons avec le tour de présentation des personnages. Roberto. Il y a quelqu'un qui te parle. Monsieur Gilliard, m'entendez-vous? Tu vas pouvoir déplier ta feuille. Tu te rends compte que tu es dans la peau d'un homme bien habillé, de manière élégante. Tu es donc comme ceci, tu portes une moustache, un costume. Et du coup, je vais répondre, oui, tout. On m'a demandé si tout allait bien. Oui, tout va bien, du coup. Alors, on te demandait si tu écoutais, si tu entendais, et tu te rends compte qu'à côté de toi, il y a le tsarevitch Alexei Romanov et sa mère, l'impératrice Alexandra Romanov. Elle est en train de te parler et la situation va être peut-être délicate. Monsieur Gilliard, on m'a rapporté que vous vous opposiez à ce que les gens s'agenouillent devant le tsarevitch. Dites-moi la raison, je vous prie. Qui vous aurait dit ça? Je ne comprends pas. Pourquoi Qui vous a dit ça? Dites-moi tout là, je comprends pas. Le jeune garçon te regarde et il vient un peu à ton secours. Mère, c'est moi qui lui ai dit que je n'aimais pas que les gens s'agenouillent devant moi. Donc du coup, vous croyez l'enfant qui dit quelque chose alors que moi, pas du tout. Attends. Donc du coup, votre enfant vous a dit que c'était lui, vous avez directement cru que c'était moi alors que pas du tout. Je ne comprends pas. N'y voyez pas d'un reproche. Je veux comprendre quelles sont les actions et les choix d'éducation que donne le précepteur de mes enfants. Vous savez, la Russie est de longue date amie avec la France. Cela fait 8 ans, je crois, que vous nous aidez à les éduquer.
Notre confiance dans votre qualité de précepteur vous est renouvelée. Je te montre une autre photo de l'impératrice. On sent que c'est une femme très drôle. En tout cas, c'est une mère de famille aimante. Vous allez être réunis, regroupés dans une espèce de salle des fêtes où il y a un photographe qui se tient prêt à prendre une photo de famille. La personne que je vous montre, c'est la grand-mère donc de vous deux, les jeunes princesses, Maria Fedorovna Romanov. Elle est veuve d'Alexandre III. On vous demande de vous positionner, en tout cas les deux sœurs, avec vos deux autres sœurs, Anastasia et Maria. Alexei est près de vous. Et puis plus tard, il y aura d'autres photos avec votre mère et Nicolas II. Vous êtes pris en photo, c'est assez troublant. À la fin de cette prise de photo, qui n'a pas tellement intéressé votre grand-mère, l'impératrice douairière Maria, celle-ci s'en va. Vous voilà ensemble, réunis, et puis il y a un incident. Alexei se met à tousser, à cracher. Il y a un peu de sang par terre dans son crachat. C'est la panique aussitôt. On fait appeler des médecins. On le conduit dans une chambre pour se reposer. Et puis, Nicolas II se tourne vers toi. Mon cousin. Tu vois qu'il est pas très à l'aise. Et vous comprenez qu'il y a un jeu de regard entre l'impératrice Alexandra et son époux Nicolas II. Souhaitez-vous intervenir en qualité de précepteur, de cousin ou de grande sœur? Ouais, en tant que cousin, ouais. Moi, en tant que cousin, je me rapproche et du coup, je lui dis ça va. Comment tu te sens? J'ai vu que ça. Il faudrait peut-être essayer de cacher cela. Alexandra te regarde un peu comme une folle. Elle est soit en panique, soit elle te considère assez peu, tu te rends pas trop compte. Et elle regarde son époux, elle dit il faut faire venir le père Grigori, je vous en supplie. Et vous entendez les médecins qui sont entre eux. Non, pas lui, laissez-nous faire notre métier. Père, s'il vous plaît, certes, les médecins nous aident au quotidien, mais je pense que pour soulager mère, ça pourrait être bien de faire venir le père Grigori, effectivement. Ça pourra peut-être l'apaiser. Vous voyez très bien que à chaque fois que je suis d'accord, ma sœur, a ce problème, mère est toujours plus sereine quand le père Grigori est là. Alors Nicolas II acquiesce et dit très bien qu'on aille le chercher, je crois qu'il est à côté. Lequel d'entre vous, peut-être un de ces messieurs, puisque ces sœurs, vous sentez vraiment, même si ce n'est pas vraiment votre frère, qu'à travers votre hôte, vous êtes inquiet pour lui. Lequel de vous deux va aller se mettre en tête de trouver le père Grigori qui, dit-on, serait à côté? Moi j'y vais, tout de suite. Moi j'y vais. Très bien. C'est moi qui y vais. Tu y vas. Tu vas dans la pièce d'à côté. Il y a effectivement un homme qui se tient. Il te tourne le dos. Il regarde une vitrine. Il a la main contre la vitre. Et derrière cette vitre, il y a un œuf. Un des œufs que vous êtes venu voir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop perdre de temps à parler des œufs à chaque fois. À partir du moment où vous en avez vu un, vous savez où il est et vous aurez le temps ensuite de venir l'étudier, prendre des informations et retenir en mémoire des croquis. Il est donc devant un œuf, il se concentre, il a l'air fasciné. Pour le moment, il ne t'a pas vu. On vous demande auprès de notre tsar, de mon cousin, il faut que vous veniez, s'il vous plaît. C'est urgent. Il met un peu de temps avant de se rendre compte que tu es là. Il va tourner la tête doucement vers toi, presque au ralenti. Il va plonger ses yeux dans les tiens et tu te sens assez mal. Ce que l'on disait ne doit pas être usurpé. Il a une forme de présence, de regard pénétrant. Et il te dit « Nous avons besoin de moi, alors que je ne suis qu'un simple paysan. » C'est le tsar qui m'envoie. Il a besoin de vous. Si vous veniez absolument.
Ah, vous êtes le prince Félix Yusupov. C'est moi-même. L'on m'a dit que vous aimiez la fête. Oui. Et, Vous devriez me rejoindre en fin de journée. Je vous conduirai dans des endroits magiques de Saint-Pétersbourg. Il pose la main sur ton épaule. Qu'en dites-vous, prince? Avez-vous toujours le cœur à la fête? Et nous montrer combien vous êtes un riche et beau membre de la mère Russie. Reste, je me sens flatté par tous et je lui dis avec joie. Très bien, je vous suis. Raspoutine, car le père Grigory, c'est bien Raspoutine en personne, te suit, il s'approche. Sans rien dire, les gens vont s'écarter. Vous sentez qu'il a une mainmise sur le palais d'hiver. Il va s'approcher du jeune Alexei. Il va poser sa main au-dessus de son genou. Approcher une main sur son front. Marmonner. Regarder en l'air. Et vous allez voir, c'est étrange. Que se passe-t-il? L'enfant qui était si pâle reprend quelques couleurs. Alexandra se tient à côté, les gens regardent. Autant dire que vous comprenez pourquoi la grand-mère est partie. Elle ne semble pas du tout l'apprécier. Et finalement, l'enfant se porte mieux. On va le conduire pour se reposer. Raspoutine se relève, vous regarde, tous les 5. Il regarde brièvement le tsar. Et son regard s'attarde sur vos deux, Tatiana et Olga. Il a l'air intrigué, comme si il remarquait quelque chose d'étrange en vous. Vraiment, il est surpris. Père Grégory a un problème? Eh bien, votre élocution, princesse, elle me semble différente de vos manières. Je veux croire qu'il n'y a pas de problème. Et s'il y avait un problème, n'oubliez pas, il vous voit. Oui. Il nous voit tous. Celui-ci va s'éloigner et discuter avec l'impératrice Alexandra qui semble désireuse de le remercier. Elle le saisit par les mains, elle lui embrasse les mains et voilà, vous allez pouvoir vous parler ensemble. Maintenant, vous avez un petit peu de calme pour vous mettre d'accord. Vous avez déjà trouvé un œuf, je retrouve dans mes notes lequel c'est. Ça, vous allez pouvoir le barrer. Alors, je vous laisse discuter entre vous. Qu'est-ce que t'en penses? Bah alors, je suis quasi sûre qu'il n'y en a pas qu'un œuf ici. On peut éventuellement demander au tsar ou même, je sais pas. J'ai trouvé un œuf. Hein. Vous avez t'en as trouvé, trouvé un? vous avez trouvé l'œuf mauve. Ah, Moi, je pense qu'il faut quand même rester discret. oui, Parce oui, oui. que le père Grégory, là, Oui, non, je crois Raspoutine, qu'il... il est un peu démasqué avec tout. Oui, il n'y a oui, pas de oui, problème. clairement, oui. Va falloir qu'on fasse quelque chose, mais garder un œil partout, quoi. Moi, il m'a invité à faire la fête. Hein. C'est un peu bizarre. Hein. Invité à faire la fête? Ouais. C'est bizarre, ça. Ah, excusez-moi, correction, c'est l'œuf commémoratif d'Alexandre III. My bad, j'ai fait jouer ce scénario-là il y a 2 ans. Alors, vous allez vous mettre en quête des autres œufs. Pour y arriver, vous allez devoir vous renseigner, échanger peut-être avec les membres de la maison, votre famille, dans peut-être vos propres affaires, sait-on jamais. Tu te charges de qui? Tu te charges de papa ou de maman? Je vais essayer avec papa. Vas-y. Moi, je sais que je ressens une relation assez particulière à la grand-mère, alors peut-être que je vais essayer de la sonder, elle. Ok, ça Je marche. t'accompagne. Moi, j'essaie de parler avec les enfants parce que je sais que j'ai une grande affinité avec les enfants. Et vu que je sais que... Donc ça, c'est en fait vous autres. Vos personnages, vous avez 2 princesses qui font partie des 4 filles. Autour de vous, il y a encore 2 sœurs, un petit frère, l'impératrice, l'empereur et la mère de l'empereur. Et Raspoutine, bien sûr.
Alors, quand je dis autour de vous, ils font partie des personnages non joueurs. Ok. Ils sont pas sur votre dos. Père, merci beaucoup d'avoir fait amener le père Grégory. Ça, vous avez vu, sa mère va beaucoup mieux. J'aurais aimé savoir si c'était éventuellement possible pour moi d'accompagner notre cher cousin ce soir à une fête qui justement a été proposée par le père Grégory lui-même. Alors, tu vas tenter de le convaincre. Ça va être très dur. Faut que tu fasses 3 des 20, garde le moins bon. La princesse Tatiana a 15 ans. Félix Yusupov semble être quelqu'un de vraiment dandy. En plus, il est arrivé, il a ruiné un platane et un pot de fleurs et une statue. Quant à Grigory, ma foi, que la princesse aille s'encanailler dans Saint-Pétersbourg, je suis surpris. Il est assez choqué et il te demande de partir. Il te gronde. Oh. Père, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de demander ce genre de choses, mais est-ce que ce serait possible dans ce cas de faire une petite fête familiale, rien que nous 7, hein, ici, ce soir? Alors, désolé, je t'ai pas entendu. Serait-il possible de faire une fête familiale avec juste nous 7 ce soir ici, au sein du palais? Eh bien, la fratrie, vous et mère. Ma foi, je pense que toi et Olga, comme vous êtes les sœurs aînées, ce serait intéressant que ce soir vous rassuriez vos jeunes sœurs et votre frère. Maintenant, je dois parler avec mon épouse et je suis très pris. Mais nous viendrons vous embrasser comme chaque soir. Vos chambres sont contiguës, donc nous vous verrons. Quoi qu'il en soit, tu es un modèle pour tes sœurs, un petit peu plus obéissante que ta grande sœur. Il est important de prier et de garder la foi. Oui, père. C'est ce que ta grand-mère voudrait. Oui, alors, père. Qui d'autre? Je vous en prie. Alors moi, Le précepteur ou Olga? je comptais m'adresser à la grand-mère, à la veuve douairière, c'est ça? La veuve douairière, donc C'est ça. Maria Féodora Dorova. Oh là là, pardon, hein. Beaucoup de mal. Je sais plus où j'en suis dans les syllabes. Je t'en prie. Donc, je souhaitais savoir. J'éprouve quelques craintes à l'égard du père Grigory. Je me demande comment les parents vont le rémunérer pour son acte. Et j'ai peur, grand-mère, qu'il ne lui cède un des œufs Fabergé qui nous sont si chers. Ah. Eh bien, ma foi, il y a un œuf, il y a 2 œufs que j'ai confiés à ta mère. Donc, en discutant avec elle, tu vas comprendre qu'elle a donné l'œuf au nécessaire à ta mère et que ta mère lui a également réclamé l'œuf à l'ange. Lequel? L'œuf à Ange l'ange. tirant un œuf C'est sur ça. chariot, c'est ça. Et je vérifie juste si auprès d'elle, tu vas pouvoir en trouver d'autres. Mais êtes-vous sûr que ce sont les 2 seuls? Est-ce que père n'aurait pas lui-même aussi cédé? Bien entendu, ton père a ses propres œufs, bien entendu. Mon époux m'en avait offert plusieurs. Je sais que un des œufs, tu vas comprendre qu'un des œufs que tu cherches doit être dans les appartements de ton père. Et je vais te dire lequel il s'agit. L'Empire Néphrite serait dans l'appartement de ton père. Donc l'œuf au nécessaire, ta grand-mère l'a confié à ta mère. Donc elle lui a confié quand elle a perdu son époux Alexandre III en 1895. Donc tu sais qu'il est dans les toilettes de l'impératrice. En discutant avec elle, tu vas apprendre que l'œuf mauve célèbre ta naissance. Et par contre, elle ne sait pas où il est rangé. Et enfin, l'œuf au pendentif de saphir, elle l'a fait porter à l'atelier de Pierre-Carl Fabergé pour le réparer.
Et donc l'atelier de Fabergé est dans Saint-Pétersbourg. Alors, est-ce que Pierre Gilliard, alias Roberto, a une idée ou bien on enchaîne? Alors, ce serait intéressant de voir justement l'emplacement où il a été réparé cet œuf. Alors, l'œuf où il a été réparé, l'emplacement, est-ce que c'est comme un musée, un endroit spécifique? C'est dans l'atelier, je crois, de Fabergé pour réparation. Le premier? Ouais. C'est a priori dans l'atelier de réparation de Fabergé, d'après ma Pour grand-mère. l'étudier, il faudrait aller voir Pierre-Carl Fabergé. Comme vous êtes en journée, ce doit être faisable, peut-être, de proposer une sortie, de convaincre et d'aller rendre visite à l'atelier de Fabergé. On peut faire ça. Alors donc, je présume que le précepteur va encourager, peut-être pas toute la famille, mais de manière fortuite, juste 2 sœurs aînées, et éventuellement ne pas emmener Félix pour qu'il puisse continuer à chercher de son côté. Je vais aller faire la fête. Vous allez être conduit par un convoi. Un convoi, alors on essaie quand même d'être discret, on est dans des temps tendus. On a beau être en 1912, alors vous êtes en 1912, je vous l'avais pas dit. Ma foi, il y a quand même un mouvement communiste qui grandit, des revendications de plus en plus importantes, et comme l'a dit plus tôt, je crois, Roberto, un certain Lénine fait des grandes déclarations et milite énormément. Je recherche la photo. Vous allez donc à l'atelier de Pierre-Carl Fabergé dans Saint-Pétersbourg. Pierre-Carl Fabergé, quand il apprend que les 2 princesses sont présentes, évidemment, il se rend disponible aussitôt. Vous le rencontrez. Et Pierre-Carl Fabergé, il a un atelier très modeste, tellement ça marche bien qu'il y a 500 salariés. Voici l'atelier. Et il va vous conduire, il va vous faire une visite. Vous allez vous rendre compte eh bien, que cet homme est effectivement un orfèvre. Et en discutant avec lui, il va vous expliquer pourquoi il a développé cette espèce de talent. Et il a un souvenir diffus de quand il était enfant. Il ne saurait se rappeler si c'est une histoire vraie ou si c'est un simple rêve. Mais il était perdu dans la forêt et une vieille femme, très âgée, lui a demandé de l'aide. Il l'a aidé à traverser et ensuite, elle lui a fait un espèce de cadeau en lui disant qu'à partir de ce jour, il serait capable de voir à travers les choses de la nature, les roches, les pierres. Il verrait leur potentiel et leur magie incroyable. Et ensuite, il a le sentiment, mais il pense que c'est un délire d'enfant, que cette femme serait partie dans une maison qui se serait levée et qui serait partie dans la nature. Est-ce que cela évoque une légende à quelqu'un? Baba Yaga? Eh bien, Baba Yaga, dont on dit beaucoup d'horreur, il semble qu'elle eût été dans un jour de bonté, ou qu'elle a été séduite par Pierre-Carl Fabergé. Est-ce que tout cela est vrai ou faux? Nul ne le sait. Vous allez donc pouvoir étudier cet œuf et repartir de chez l'atelier de Pierre-Carl Fabergé, enrichi de nouvelles connaissances. Et petite question avant de partir, est-ce que vous vous souvenez de l'œuf du jubilé danois? Tout à fait, il s'en rappelle très bien. Vous l'aviez conçu à quelle occasion? Alors, l'œuf du jubilé danois. J'imagine le jubilé danois vu le titre. Alors, mais... l'œuf du jubilé danois, il célèbre l'impératrice, la grand-mère, et Alexandre III, puisque la grand-mère est d'origine danoise. Et fort de cette information-là, quand vous allez revenir, en retournant voir la grand-mère, vous allez maintenant avoir l'occasion d'observer l'œuf du jubilé danois. Alors, il va de soi qu'il nous reste très peu de temps de jeu, donc on accélère énormément les scènes. Oui. Mais cela se fait évidemment par des dialogues, des entretiens et des conversations avec les gens qui vous entourent. Je vous propose de passer par une scène de repas où vous allez ensemble
avoir un goûter. Et vous allez en train de goûter, vous êtes ensemble réunis et quelqu'un vient se poser avec vous, le père Grégory. Et le père Grégory vient s'asseoir devant toi, Pierre Gilliard. Il prend un œuf, il le lève. Monsieur Gilliard, vous êtes un catholique, je crois. Tout à fait. Connaissez-vous l'importance de l'œuf dans la tradition orthodoxe? Oui, tout à fait, tout à fait. Les œufs revêtent une importance particulière pour nous, du moins pour les orthodoxes, quoi. La fête de Pâques est importante par chez nous. À l'origine des œufs de Pâques, on les offrait justement pour cette fête. Il te regarde, il est un petit peu sceptique. Tu peux intervenir, bien sûr. J'ai le droit de le. C'est qu'il s'est mal exprimé. Je comprends. Il symbolise la fertilité. Votre précepteur devrait rassembler son éloquence en fuite. Il symbolise la fertilité et c'est pour que mère puisse avoir un héritier mâle. Il te regarde en souriant. Votre grande sœur a raison. Il regarde les 4 enfants, un peu moins le garçon, et il dit cet œuf représente la fertilité. Vous, un jour, vous porterez un enfant qui héritera à son tour, peut-être, du trône de la Grande Russie. Cette scène est un peu malaisante et vous allez pouvoir vous disperser. Quant à toi, Rasputin te dit rendez-vous dans 2 heures. Nous irons ensemble dans votre véhicule. J'ai compris que des gens le réparaient. On va peut-être essayer de changer de véhicule. Je ne suis pas sûr qu'il soit en état de marche. Il va te laisser juge pour trouver un véhicule. Que faites-vous, les sœurs? Vous sentez que Maria et Anastasia sont un petit peu troublées de cette collation. Les filles, vous savez, vous connaissez un peu le père Grégory, vous savez que parfois il dit des choses assez étranges. Il ne faut pas vraiment faire attention à tout ce qu'il dit, vous savez, les filles. Je ne saurais pas te dire s'il m'impressionne ou si j'en ai peur, mais en tout cas, il me hérisse le poil et j'ai bien cru qu'il allait s'en prendre à Monsieur Gillard. Ou sinon, rien que son espèce de présage, que nous, on porterait des enfants qui reprendraient le trône. Et le petit Alexei dans tout ça, il ne l'hériterait pas. C'est bizarre. Ça ressemble plus à une menace qu'à autre chose. Hein. Tu trouves que c'est une menace ou une façon de nous avertir, justement? J'en sais rien, mais c'est mal parti pour Alexei. Hein. En discutant de vos pérégrinations individuelles, chacun, tu auras pu comprendre, et même par toi-même, que l'impératrice douairière ne lui fait absolument pas confiance. Donc si elle pouvait, elle le mettrait dehors. Mais il semble n'a pas avoir convaincu encore Alexandra et Nicolas II de le mettre dehors. Vous allez vous retrouver un moment appelé, parce qu'il y a des leçons, etc. Vous allez discuter avec Pierre Gilliard. Et il va y avoir un moment où tu vas te retrouver seul. Et Rasputin s'approche de toi. Princesse, asseyons-nous, je vous prie. Très bien. Alors, on n'en a pas parlé. La carte X existe. Donc, si tu as besoin, tu poses ta main à un plat et on passe à la scène suivante s'il y a de la gêne. Pareil chez vous, si vous avez un souci, mais ce n'est que du jeu, je le rappelle. Rasputin est à côté de toi et il te dit il y a des choses étranges à l'œuvre. J'ai l'impression que le démon est parmi nous, que des démons sont entrés dans les murs du palais d'hiver. Et je m'inquiète. Je m'inquiète pour la famille royale et je m'inquiète pour toi, mon enfant. C'est-à-dire, un démon est parmi nous. Je dois en avoir le cœur net. Et comment est-ce que vous souhaitez procéder? Il redresse un peu ses manches et approche la main de ton genou. Il pose sa main au-dessus de ton genou et approche l'autre main vers ton front. Par-dessus les vêtements ou pas? J'ai rien dit, donc c'est par-dessus les vêtements. Ok, sinon j'aurais tapé un scandale. Je comprends. Démon,
Démon, si tu es présent, sache que tu n'es pas le bienvenu. Toi aussi, il te voit. Il te regarde et tu vas essayer de faire un jet de contenance et d'équilibre. Donc c'est 2 des 20, garde le moins bon. Parce que la situation est assez gênante. 4. 4. Tu vas commencer à transpirer parce que tu te rends compte que sa main posée sur ton genou, tu ne sais pas s'il est en train de la remonter ou si elle est peut-être plus haute que tu ne le pensais tout à l'heure. Tu commences à avoir vraiment chaud. Il est en train de parler, de psalmodier. Je repousse un peu sa main vers le bas Ok. pour éviter qu'il remonte trop haut, parce que ça me dérange un petit peu quand même. Tu vas refaire un nouveau jet. Alors, un seul dé. 16. Tu peux garder ton sang-froid, donc tu essaies de baisser sa main. Il te regarde. Il s'arrête. Il hésite. Il regarde en l'air, il te voit à nouveau. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous partirez d'ici. Il se lève et te regarde. C'est un moment de frayeur. Tu te ratatines sur la banquette et tu t'éloignes. Tu as l'impression qu'il y a des femmes de ménage et servantes qui ont vu ça de loin, qui ont été un peu apeurées et elles s'approchent de toi. Tu es seul, tu reprends tes esprits et tu es libre de faire ce que tu veux, crier alerte, n'en rien dire, libre à toi. Je vais dans les appartements de mon père. J'aimerais bien lui parler. Très bien. Tu le vois. Père, je souhaiterais pouvoir entrer dans vos appartements. J'ai à vous parler. J'imagine la suite. Tu vas lui parler, essayer de le convaincre. Il va appeler son épouse. Les gens qui sont au service de la veuve, l'impératrice douairière, vont l'informer. Il va y avoir une réunion qui va regrouper tout le monde. Et vous allez vous retrouver, toi, ta sœur peut-être va être prévenue, le précepteur, Félix Yusupov, face à l'empereur, Alexandra, l'impératrice, et tu es sommé de parler, d'expliquer pourquoi Je fais tu le récit de voudrais ce qui s'est passé. faire partir le père Grégory du palais d'hiver. J'explique ce qui s'est passé, qu'il a posé sa main sur mon Je genou. te laisse en parler en RP. Très bien. Écoutez, il m'a prise à part, nous sommes assis, et il a fait son truc Mais il est habituel trop vieux avec pour les toi. mains. Et je sais pas, j'ai l'impression que sa main remontait un petit peu le long de ma jambe. Je sais pas, au début c'était au genou, mais après j'ai eu des doutes. Voilà, j'ai essayé de repousser. Mais Maria, c'est ta mère. Maria, le père Grégory est notre ami. Il soigne ton frère. Reprends-toi. Tu dis n'importe quoi. Mais alors, il n'y a pas que ça comme problème. Le second problème, c'est qu'il disait que j'étais habitée par un démon. Enfin, vous me connaissez, vous êtes ma famille. L'impératrice douairière réagit. Évidemment, la jeune Tatiana est la plus exemplaire des dévotes à la foi. Elle réunit de nombre de mendiants. Elle organise des galas de charité. Est-ce que tu interviens pour l'aider ou pas, pour appuyer son propos? À ma grand-mère? Ou en tout cas aider ta sœur? Pour aider sa sœur. Est-ce que je peux lui parler un peu en off à ma sœur? Non, là, non, je peux pas. Hein, un voilà. gros focus, ça va pas être possible. Après l'intervention qu'il a eue tout à l'heure, odieuse, supposant que ses œufs avaient un pouvoir sur nous, j'ai bien peur que justement il n'essaye d'abuser de ma sœur. Le précepteur qui était présent lors du repas, veux-tu intervenir? Non. Qu'est-ce que j'ai vu pendant ce repas, moi, du coup Tu étais présent tout à l'heure, on va enchaîner. Donc Félix, toi tu étais présent au repas, est-ce que tu veux dire quelque chose ou te plaindre de Rasputin, sachant que tu es censé passer la soirée avec lui? Non, moi je la fulmine, je dis c'est pas possible que il ait pu... c'est un homme respectable, je ne te crois pas... Puis je m'en vais Alors, dans mon autre quelque part, tu es d'alarme interne qui te dit que tu vas te faire tirer les oreilles par Sarah, mais c'est une autre histoire. Et vous allez toutes les deux faire un D20 qui va correspondre à un jet de charisme, donc les deux sœurs. 5. 4. 4, ok. L'impératrice en fait un aussi, donc l'impératrice douairière. Elle a beaucoup d'autorité sur son fils.
l'épouse essaie de défendre Raspoutine. Ma foi, c'est pas terrible. Et donc, suite à vos explications et à l'acharnement de l'impératrice douairière, il est décrété que le père Raspoutine, le père Grigori, n'aura plus droit de séjour au palais d'hiver. Vous l'avez sorti de là. Alors, il nous reste un peu plus de 10 minutes de jeu. On va enchaîner avec, disons, 3 scènes. La première, ça va être la scène de la soirée entre Félix et Raspoutine. Vous partez en voiture et il te guide. Et vous voilà arrivant dans une soirée mondaine où clairement, lui c'est une rockstar et toi aussi. Oh, c'est le prince Félix, c'est incroyable. Et là, il y a plein de dames qui sont vêtues de fourrures, de manteaux et qui viennent près de toi. Et ma foi, la vodka coule à flot. Et des femmes se disent, il paraît que vous êtes incroyable, vous êtes un bretteur magnifique, un danseur insolent, talentueux. Je commence à faire deux, trois gestes. Eh bien, cela donne une idée à Raspoutine. Mais oui, le prince Félix Yusupov est un danseur formidable. Écartez les chaises, musicien, en avant. Et te voilà tout seul, avec tout le monde qui te regarde. Et la musique commence. Ta-da. Tu essaies de faire des gestes, mais Wayne Clifford connaît-il quelque chose au Kazachok et à la Palinka? J'en doute. Pas du Tu tout. peux faire 3 des 20, garde le moins bon. 4. 4. Ce que tu fais est ridicule. Alors, comme tu es stylé, riche et prince, pour le moment, on te dit rien. Ça passe. Mais Raspoutine Ça dit, passe. ne nous déshonorez pas, vous pouvez faire mieux. Il serait peut-être temps de boire encore un peu plus et de te connecter à, Oui, on boit, à on Wayne boit, on Clifford. boit. Je rappelle que dans vos feuilles, il y a une information qui est un point d'ego. C'est peut-être le moment de l'utiliser. Ouais, allez, un point d'ego. Alors, tu vas pouvoir faire un nouveau test de danse et en fait, grâce à ton point d'ego, tu vas te connecter à Félix Yusupov et tu vas te rendre compte que tu commences à danser avec style, fluidité et tu fais t'es en haut, t'es en bas, tes jambes vont dans tous les sens. Tu transpires, c'est incroyable, tu ne contrôles plus ton corps, tu bouges de tous les côtés. Et quand tu finis par terre avec un espèce de grand écart, avec un style de dingue, avec des super poses. Donc, à fais un l'issue de moonwalk. ça, sache que Wayne Clifford gagne dans ses compétences le Palinka haut level. Voilà comment marche le jeu. En fait, les points d'expérience, ce sont des nouvelles compétences et des nouveaux talents. Suite à cela, il va te conduire, te proposer une soirée plus intéressante, plus intense, il va t'emmener chez lui. Et là, chez lui, ça va être difficile pour toi parce que tu vas voir qu'il y a des jeunes femmes, mais vraiment un peu trop jeunes. Et toi, tu vas dire non, je ne peux pas rester. Tu vas rentrer, mais donc tu vas donc savoir En titubant. où il habite. Tu vas tituber dans la soirée, ça va être compliqué. Alors, quand le scénario est en version longue, tu te fais agresser, enfin, c'est toute une galère. On va passer aux 2 jeunes femmes. Vous êtes le soir dans vos chambres avec vos 2 sœurs, enfin chacune dans une chambre, et en fait, c'est Anastasia qui tient par la main Maria et qui emmène Alexei et qui a besoin d'un gros câlin. Et vous retrouvez tous les 5 dans un de vos lits, un lit immense. Alors autant dire que c'est le bon moment pour mettre une musique un peu émotive du genre Childhood Memory. Et c'est un sentiment étrange que vous avez, car vous 2, vous savez ce qui attend les enfants de la famille Romanov. Dans 7 ans, ils seront fusillés et assassinés. Vous êtes proches et vous rendez compte finalement que Alka et Sarah, vous allez développer d'une certaine manière une affinité évidemment avec ces hôtes et aussi cette famille, et que toi qui as grandi en fille unique, tu découvres l'espace d'un moment ce que c'est que d'être membre d'une fratrie. Et donc vous 2, vous allez être plus proches l'une de l'autre à partir de ce jour. La finalité du scénario, parce qu'il ne nous reste que 6 minutes, est la suivante. Vous allez donc chercher à trouver les différents œufs. Je vais vous dire où ils sont. Donc il y a effectivement dans la salle de bain de votre mère un des œufs. L'œuf mauve qui correspond à la naissance d'Olga est tout simplement rangé dans ton armoire. Et le dernier œuf, l'œuf à l'ange, vous allez soutirer de votre mère
qu'elle l'a remis à Rasputin. Rasputin, pour le trouver, ma foi, il va falloir aller le convaincre. Vous allez en fait aller dans une grande église, il n'y est pas. Et il a l'air d'être assez occupé. Et vous allez prendre le parti d'aller chercher chez lui si l'œuf s'y trouve. Je peux te redemander quel œuf? Alors l'œuf à l'ange, l'ange tirant un œuf. Vous avez trouvé les 6 autres. Vous allez rentrer dans cette maison. Cette maison est vraiment sordide. Alors, de nos jours, cette maison est devenue le musée Rasputin avec des reproductions fausses, bien sûr, de ses attributs masculins à qui on prête de grande qualité. Et cet endroit est un taudis. Toi, Félix, tu l'as vu. Tu revois le moment où il y avait une jeune femme bien trop jeune. Vous cherchez un peu partout et vous ne voyez rien, vous ne trouvez rien. Et puis, il y a un escalier qui descend dans une cave. Vous descendez, vous n'êtes pas très rassuré. Heureusement, Roberto est courageux, stoïque. Et en bas, dans les profondeurs, dans cette cave que vous éclairez que d'une simple bougie, il y a une paillasse à même le sol. Vous cherchez partout, vous bougez cette paillasse et sous cette paillasse, il y a de la terre qui a été retournée et quand vous creusez grâce au talent d'archéologue de Wayne, vous en sortez l'œuf à l'ange. Quand vous le sortez, c'est incroyable. C'est-à-dire que cet œuf a tellement d'ornements, il est brillant et la simple bougie se réfléchit dans lui, dans cet œuf, qui fait que la pièce devient bien plus éclairée. Un grand moment de malaise suit, car des pas lourds descendent l'escalier. Le père Grégory est face à vous. Je le savais, vous voilà. Démon, partez, libérez les enfants, libérez-les. Et il s'approche vers vous. Il est assez costaud. Que faites-vous? Je sors mon sabre. Tu sors ton sabre d'apparat. Tu te lances contre lui, tu veux vraiment combattre le père Grégory alors qu'il a tellement d'influence sur toi. Tu vas d'abord faire un jet de courage. 2 des 20, garde le moins bon. 7. En fait, il tend la main vers toi. Allons, Félix, tu n'es qu'un enfant, je le sais. N'oubliez pas que vous avez des points d'ego, les autres. Si à un moment des choses que vous faites ne marchent pas. Alors moi, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, parce que c'était écrit tout en bas, quand même. Je sais faire de la capoeira, du coup. Absolument. Donc, tu vas faire un jet de courage, tu vas faire 2 des 20, garde le meilleur. 17. Aucun problème. Tu peux aller l'attaquer. C'est bien ce que tu fais. Oui. Oh, très bien. Eh bien, vas-y. 3 des 20, garde le meilleur. Lui aussi sait se battre. Il est habitué à se bagarrer dans les tavernes. 18. De mon côté, j'ai un 8. Tu le dépasses de 10. C'est énorme. Un coup de pied venu d'on ne sait où. Alors, Pierre Gilliard n'a jamais fait ça. Roberto, oui. Vous avez l'impression que Pierre tombe. Mais en fait, un talon arrive dans la tempe. J'ai vécu ça personnellement. De Rasputin et celui-ci s'écroule. Il est à terre. Groggy, hagard, il ne comprend pas ce qui vient de se passer. En tout cas, s'il a la confirmation que vous êtes des démons, il implore, il supplie que vous libérez les enfants. Partez, partez. Et vous vous concentrez sur ce dernier œuf et vous voyez ces paillettes en fait qui semblent apparaître autour de vous, apparaître autour de cet œuf et vous sentez que d'un moment à l'autre, vous allez pouvoir repartir vers le présent. Alors que vous vous éloignez, vous voyez qu'il rampe. Il s'approche d'un mur, il prend une craie. Et il écrit au mur, vous réussissez à comprendre, Annie, nous survivrons. Et Annie, en fait, c'est le diminutif qu'il donnait à Anastasia. Cela ne fait que jeter du flou sur les légendes concernant la survie d'Anastasia. Lui, en tout cas, a regardé, a fait un effort pour se réveiller, pour voir, en fait, ces paillettes partir de vous. Vous voyez, en fait, les 2 princesses, Félix Yusupov et Pierre Gilliard, ne pas comprendre ce qu'ils font là, et Rasputin se redresser. Vous êtes partis. Le Seigneur m'a écouté. Nous avons à parler. Vous revenez dans le présent. Vous vous réveillez progressivement. Vous êtes secoué par tout cela. Vous avez une pensée, j'imagine, pour ce que vous avez vécu. Est-ce que vous voulez, pour les quelques secondes qui nous restent, échanger quelques mots entre vous?
Je ne sais pas pourquoi le nom de Pavel m'est resté en tête depuis qu'il a fait son Oh, pardon, laïus. j'ai oublié ça. Il Non, y c'est avait pas une grave. scène. Oh mon Dieu. Il y a Non, une mais tu sais scène. que Il y a une je me suis scène dit où- quand tu as est-ce que je raison. le cale, On tu n'a pas eu vois, le temps de mais le j'ai pas caler. pu. Ouais. Et- Il y a une scène où Olga trouve les appartements de son père et les appartements de son père sont gardés par un beau jeune homme, un soldat qui s'appelle Pavel Ah. et qu'elle va devoir convaincre. Ouais, et donc ça crée une situation totalement subuesque où lui il est en transpire parce que il risque sa tête s'il ouvre la porte. Mais logiquement, Olga réussit à le convaincre. Je t'enverrai sa photo plus tard. C'est un charmant casse-croûte. Si tu veux me mettre en contact avec, bah écoute. Ouais, vous échangez vos Insta. Non, mais écoutez, c'était vraiment étrange, mais cette chasse aux œufs m'a vachement plu. Oui, moi aussi. Et regardez ce que je sais faire. La question est, est-ce que tu te sens toujours aussi bien à la vodka maintenant? Est-ce que je me sens toujours aussi bien? Je vais te À la présenter vodka. Pavel. Vu ce que t'as bu. Je te présente Pavel. Ah oui. Ah oui, beau gosse, hein. Ah oui, on déconne plus ici. Si la caméra veut voir Pavel. La vodka, ça va. Le boy d'Olga. Alors, Olga, dans son histoire, elle a été effectivement l'enfant rebelle. Elle a voulu des mariages avec des militaires et pas forcément faire des mariages de raison. Merci à vous. On a dépassé notre temps de jeu. Merci. Merci à toi, Dragan. Bah, C'était merci à vraiment toi. super chouette. Bon, du coup, on va pouvoir débriefer, répondre à vos questions, échanger. Je suis à vous, je suis tout oui. Alors, du coup, déjà, c'est un plaisir. Déjà, c'était l'historique. Moi, j'aime bien parce que Anastasia, moi, ça me touche parce qu'il y a eu plusieurs débriefs dessus. Comme dans Doctor Who, on voit justement, il y a un épisode dessus où on voit qu'ils essayent de changer le passé de Anastasia, par exemple. Je sais plus c'est quel épisode, mais je l'ai vu. Il y a aussi le dessin animé d'Anastasia qui explique pas mal de choses, qu'il y a des pièces secrètes qui sont Absolument. présentes. Ouais. J'ai revu tout le dessin animé quand t'as expliqué la chose, la zone sombre de Rasputin, où on le voit qu'en fait qui est dans une grotte quasiment de base dans le dessin animé. Et moi ça m'a, je savais pas qu'il y avait des œuvres de Fabergé de base chez les Romanov. Oui, maintenant, les œufs Fabergé sont répartis à travers le monde. La famille d'Angleterre en posait plusieurs. Il y en a certains que des collectionneurs ne montrent pas. Mais grâce à vos recherches, vous avez plus d'informations, des informations qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Pour revenir sur Anastasia et Rasputin, ce petit clin d'œil à la fin fait que, imaginons, mais vraiment imaginons, hein, je dis pas que c'est ce qui se produit, mais si Rasputin avait souvenir de votre venue, si Rasputin imaginait qu'il était possible d'occuper le corps de quelqu'un d'autre, et quand il dit « Anastasia, nous survivrons ensemble », peut-être que votre action aura permis à Rasputin de survivre et que lui-même se sera motivé pour survivre d'une manière ou d'une autre en compagnie d'Anastasia. Dans l'histoire réelle, il y a eu des tas de personnes qui ont prétendu être Anastasia, dont une qui a été dans un asile. Pierre Gilliard a été appelé pour la reconnaître. Il est resté un long moment avec elle et a déterminé et a dit non, ce n'est pas Anastasia. Imaginons que peut-être Pierre Gilliard aura vu qu'à travers elle, il y avait peut-être une menace nommée le prêtre Grigori et qu'il aura fait en sorte qu'il ne puisse pas sortir de l'asile. Tout ça, ce sont que des théories, mais des choses qu'on peut développer quand on joue au fil d'argent en termes de campagne. D'accord. Je sais que c'est une nouvelle campagne que tu as fait. Tu ne l'as pas joué énormément, voire pas du tout, je pense. Alors en fait, les scénarios sont énormes, hein. Le premier scénario, on va en 2018 pour vérifier si Banksy... Enfin, quand la toile aux enchères de Banksy s'est déchirée, lui, il avait dit qu'elle devait se déchirer en entier. Et donc, on va vérifier si ça a été un move pour faire augmenter la valeur de l'œuvre. Deuxième scénario, on va en 1969 pour vérifier si Kubrick a tourné ou pas les images de l'homme sur la Lune. Troisième scénario, c'est celui que vous avez fait, en 1912. Quatrième scénario, on est en 1900 à l'Exposition universelle de Paris, où un des personnages se retrouve dans la peau de Camille Claudel. Et là, il y a un des joueurs est dans la peau du fils de Sarah Bernard. Et donc, on va étudier plein de choses par rapport à l'art. Et on va remonter au Far West, à la Révolution française. C'est vraiment assez intense. Et quand on joue en campagne, bah, les personnages en fait développent des compétences. Et grâce au point d'ego, imaginons que au Far West, il y a de la danse dans un saloon. Eh bien, Wayne pourra dire attendez, moi, je vais vous montrer une danse. Et donc, il fait une danse de dingue, qui est le palinka, quoi. Donc, il y a des tas de situations très cocasses qu'on peut faire avec ce jeu. Et donc, la feuille de personnage s'épaissit parce que vous gardez les feuilles de personnage précédentes. Et quand vous avez besoin des compétences d'un ancien hôte, vous pouvez la chercher. Et donc, votre feuille de personnage, c'est pas des scores qui montent,
en fait, elle s'épaissit et c'est vraiment très cool, quoi. J'avais juste une petite question concernant le point d'ego. En général, tu l'annonces avant de lancer tes dés ou tu Alors peux en le fait, mettre après le point d'ego, globalement, ce qui se passe, c'est que le point d'ego, ça vous permet de faire un flashback. Comme on est allé vite et j'étais pris par le temps, j'ai pas eu pensé à le décrire, mais en fait, ça aurait permis à Wayne tout à l'heure de recommencer avant et cette fois de refaire la danse, mais ne pas faire les mêmes erreurs. Donc si par exemple, on prend un coup de feu, une balle, on est blessé à l'épaule, on dépense un point d'ego. Il y a un contrôle du temps, on revient de quelques secondes en arrière. On sait qu'il y a un coup de feu, on se jette à terre, par exemple. Et donc, ça, c'est comme un point de destin dans d'autres jeux. Et ça fait un espèce de micro-rewind qui rejoue la situation. D'accord. Bah, écoute, moi j'ai une question. Cette passion pour l'histoire, elle te vient d'où concrètement? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, au départ, je suis vraiment pas historien, mais quand on écoute des podcasts sur l'histoire, je recommande un podcast qui s'appelle Temporium, D'accord. qui est vraiment très bon. Vous avez qu'à m'écrire sur Facebook ou ailleurs, et puis je vous donnerai des pistes. Mais des podcasts sur l'histoire, il y en a plein. Alors, franchement, il y a autre chose que... comment il s'appelle, là, celui qui fait le secret d'histoire? C'est Stéphane Bern. Stéphane Ouais, Bern, bon, ouais. c'est pas exceptionnel, hein, mais il y a mieux que ça à trouver et sans que ce soit compliqué. Vraiment très cool. Je prends un moment pour vous parler du logo que vous voyez à l'écran ou derrière vous. Fais donc. Donc ce logo, il a toute une histoire. Le monde qui est incliné, c'est le fait de voir les choses autrement. Le symbole de l'engrenage, c'est parce qu'il y a un côté technique. Vous avez des aiguilles baroques qui correspondent qui font un clin d'œil au passé. Vous avez l'aiguille de boussole parce qu'on cherche son chemin. L'aiguille de boussole représente aussi un oiseau parce qu'il y a une notion de voyage. Et enfin, le mot, le fil d'argent, s'efface progressivement parce qu'on passe du présent au passé. Voilà tout ce que ce logo et ce titre désignent. Donc il n'y a pas que la thématique artistique dans le jeu, on a vraiment un essaye. créateur qui est très Alors, artiste. c'est vrai qu'à titre perso, la difficulté d'écrire des scénarios, c'est qu'il faut qu'il y ait une dimension artistique. Donc c'est vrai que là, on part assez peu de temps, mais l'air de rien, possiblement, ça vous donne la curiosité d'aller sur Wikipédia ou ailleurs, de faire des recherches sur les œufs Fabergé. Donc il y a toujours cette porte d'entrée. La porte d'entrée de l'art nous évite de faire des scénarios qui sont en mode bourrin. Ceci dit, il n'est pas exclu que dans un scénario, l'objet qui permet le voyage soit une dague sacrificielle précolombienne. Donc on imagine que ça va être assez chaud quand même d'aller en Amérique du Sud avant l'arrivée des conquistadors, ou même imaginer un scénario dans lequel on serait au pays des Vikings. Voilà, Wayne, qui est un gringalet, qui se trouve dans la peau de Ragnar pendant un mois, et quand il revient, il prend un couvert de poubelle et il défonce tout le monde, quoi. Donc voilà, il y a des kiffs comme ça. Ce qui est appréciable, c'est que vous n'avez pas été bloqué. Il y a eu des tas de parties où j'ai eu des joueurs relativement coutumiers du jeu de rôle. Le fait de jouer quelqu'un qui joue quelqu'un, c'est une sensation étrange, mais on retrouve ça. C'est-à-dire que nous, quand on est joueur de rôle, on joue un personnage, on se pose même pas la question. Mais être dans la peau de quelqu'un, il y a ce côté de... C'est incroyable, c'est magique, ça génère quelque chose. Enfin, ça produit, je sais pas si ça vous fait ça, mais on retrouve vraiment le fait de jouer quelqu'un. Et c'est comme dans Inception, un rêve dans un rêve dans un rêve. Ça génère des sensations nouvelles, je trouve. Non, c'est vraiment pas mal. Ça crée encore plus de créativité. On est obligé de faire un peu dans une sorte de schizophrénie parce qu'on joue plusieurs. Oui, on humeurs, dissocie. en fait, ouais, complètement. C'est vrai que j'ai eu des parties où j'ai eu des joueurs et des joueuses qui ont considéré les autres comme des simples véhicules. Et puis d'autres parties où il y a eu une joueuse, ça a été souvent Sarah, qui vraiment ne vivait que pour son hôte. Donc la mission, on la mettait de côté. Et genre, je vais partir avec Pavel, je veux... Enfin voilà, quoi. Ou d'autres scénarios. Wayne, généralement, il s'éclate. Voilà, il kiffe, quoi. Voilà, aucune retenue. Roberto, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et puis, Alka, il profite de tout ça parce que toutes ces découvertes devraient permettre au docteur Sumpal, quand même, d'avoir un prix Nobel de médecine. C'est dans les tuyaux. Est-ce que vous avez des périodes de scénarios qui vous brancheraient ou toi, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu aimerais développer comme scénario? Je réitère ma proposition pour le Japon. Alors, soit 19e. Alors ouais, je pense que la première moitié 19e et même la transition vers la modernité occidentale, ça pourrait être assez intéressant. Ouais. Là,
Donc, je te réitère ma proposition éventuellement de D'ailleurs, réfléchir à ça. on n'a pas pensé s'il y avait des questions dans le chat. Peut-être qu'au niveau technique, c'était un peu compliqué, on n'a pas eu le temps. C'est très compliqué niveau technique. Si c'est pas trop tard, on y va. Je vais voir si j'en ai eu. Eh ben, en attendant, moi, je te dirais que j'aime beaucoup la période historique post-coloniale et il y a beaucoup d'art, beaucoup d'artistes français qui sont partis et qui ont fait beaucoup de travail là-dessus. Donc ça peut être Écoute, intéressant. on reste en contact. Si tu as des idées, des pitchs ou des pistes, je prends. Avec grand plaisir. En tout cas, j'ai été super conquise par le jeu. C'est cool. Je m'attendais déjà à ce que ce soit intéressant pour le côté histoire de l'art, mais je trouve qu'il est assez accessible et facile à appréhender. Donc vraiment, merci. Alors, il y a une question de Lys Noire qui demande pourquoi le nom Le Fil d'Argent. Donc c'est qu'elle a loupé le début. Le fil d'argent, c'est en ésotérique le nom que l'on donne pour désigner le lien invisible entre le corps et la conscience. Et donc le fil d'argent, c'est aussi, quand les personnages vont partir dans le passé, ce qui les relie à l'œuvre d'art. Juste par rapport à l'œuvre d'art, pourquoi cet angle de vue? C'est que si on accepte l'idée qu'on a pu remplir une île de dinosaures avec un moustique fossilisé d'1 million d'années, si on considère que si je jette un D20 sur un mur, le D20, pendant une milliseconde, il a l'information d'avoir rencontré une surface dure, et ben, une œuvre d'art, elle est chargée de l'émotion du public, de l'intention de l'artiste et de la convoitise des gens qui ont voulu posséder cette œuvre. Et donc, une œuvre d'art a beaucoup d'histoire, d'aura finalement et d'âme. Donc, c'était la porte d'entrée pour aller dans le passé. On décide pas où on va, c'est l'œuvre d'art qui vous emmène quelque part. Moi, je pensais à un moment de truc historique pendant la Seconde Guerre mondiale, de la révolte en fait de, je crois que c'est des Polonais en fait qui se sont révoltés contre l'occupant nazi. Ça pourrait être intéressant de faire un. C'est pas du tout lié à l'art, il y a aucun rapport, mais voir. Comment est-ce que ça a pu... d'où ça a commencé, où cette révolte a commencé et comment elle a démarré. Ouais. Pour l'art, en fait, j'avais l'envie de faire un scénario qui s'intéresse à toutes les œuvres d'art qui étaient dans le bunker d'Hitler. Sauf que, en termes de scénario, c'est quand même ultra compliqué. Il faudrait tellement de trigger warning. Donc peut-être que c'est quelque chose que je peux faire, que je fournirais à un public adulte, mais c'est relativement casse-gueule. J'ai fait des scénarios où on s'est intéressé à des moments difficiles, donc il faut vraiment que ça reste ludique, qu'on joue. Maintenant, quand on est adulte, c'est vraiment intéressant, on apprend des tas de choses. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit merci de ne pas essayer de déformer l'histoire. Et puis, on peut jouer des personnages féminins. Alors, dans ce scénario-là, vous étiez des princesses, vous avez une situation de pouvoir, d'autorité, mais il y a d'autres scénarios où vous n'êtes pas les personnages féminins ne sont pas des sous-personnages. Elles sont importantes, elles ont toujours un rôle autant que les personnages masculins. Voilà. Voilà. Bah écoute, Dragan, je t'en remercie d'être venu, en tout cas. Et puis bravo pour la structure, le réseau. Merci à la FFJDR, à Marie et aux autres orgas d'organiser tout ça. Donc c'est très très chouette et bravo à vous et puis à vous, joueurs et joueuses. C'était cool de vous avoir. Bah, merci à toi, grand merci à toi de nous avoir joué à ton jeu. Merci à tous. Merci et c'était un plaisir de vous rencontrer aussi. Oui, de même, plaisir partagé. Également. Et du coup, on vous dit à plus tard. T'as un mot pour la fin? Non, j'allais faire un coucou comme d'habitude. Donc voilà, je vous remercie tous, c'était Bios du coup. Et du coup, je vous dis à plus tard et merci encore. Merci à toi, Dragan, et à plus tard. Merci à vous, merci au public également. Et vous pourrez le voir sur un stand en train de faire du JDR peut-être. Ah, là, je suis cuit, je vais m'occuper de ma famille. Ah, ok, voilà, vous le verrez pas. Salut. Passez une bonne soirée, au revoir. Au revoir. Ciao.